Bonjour, bienvenue sur Ideos, le guide des voyageurs curieux qui aiment bien s'informer pour mieux voyager. Je vous propose aujourd'hui un petit sujet autour de la découverte de la Croatie au mois d'avril. Tout d'abord parce que ce n'est pas très loin et que beaucoup d'entre vous sont en train de préparer leur voyage à cette période. Ça me semble donc important de faire quelques rappels qui sont peut-être élémentaires, hein. Ça vous semblera sûrement très évident dans certains cas, mais il est toujours bon de raviver un peu la mémoire au sujet de ces informations. Alors déjà, la première chose que je voulais dire par rapport à les vacances au mois d'avril, c'est de bien avoir conscience que ce mois-là n'est absolument pas lié au tourisme de masse. Je ne sais pas pourquoi, mais beaucoup d'entre vous débarquent sur le groupe avec le projet donc d'arriver en avril, même fin avril d'ailleurs, en Croatie et se demandent comment éviter le tourisme de masse. Bon, il n'y a jamais eu de tourisme de masse en Croatie, en avril, encore moins. Alors il y a certes du tourisme très, très important entre le 15 juillet et le 15 août. C'est relativement, fréquenté entre juillet, on va dire, et mi-septembre. Mais après, le reste du temps, la Croatie est quand même pas du tout soumise à une pressurisation de touristes, hein. Même s'il y a beaucoup de croisières peut-être qui circulent en Méditerranée, dans l'Adriatique et qui donc donnent cette impression d'un tourisme de masse dans certaines villes à certains moments. Mais globalement, vous n'allez pas être affecté par le tourisme de masse que vous craignez. Même plutôt le contraire et c'est d'ailleurs un problème important à prendre en compte, c'est qu'il y a si peu de tourisme local ou international que d'une certaine manière, beaucoup de Croates sont encore en phase d'hibernation ou en tout cas ne sont pas sortis de l'hiver. Donc il arrive parfois qu'il faille attendre la fin du mois d'avril ou le mois de mai pour commencer à voir réouvrir des commerces, des cafés et des restaurants dans les zones de village. Parce que, bah, la vie des villages est quand même très limitée au début du printemps et en hiver et aussi au milieu, de l'automne jusqu'à l'arrivée de l'hiver. Ce qui signifie que tout ferme et que les habitants vivent un peu de tout ce qu'ils ont chez eux préparé pour la saison et des ravitaillements qu'ils font auprès des petites épiceries qu'il peut y avoir. Le reste du temps, c'est vrai que les restaurants ou les cafés peuvent être fermés ou alors il n'y en a qu'1 ou 2 dans certains villages qui sont un peu plus gros que d'autres, hein, qui vont fonctionner même en dehors de la saison. C'est quand même important à prendre en compte parce que si vous suivez le conseil que je donne souvent d'essayer de découvrir justement la Croatie des villages, à partir de fin avril, ça doit pouvoir être un peu mieux, mais début avril, tout risque d'être quasiment fermé dans certains villages. Donc, il est important de privilégier donc des villages qui restent à proximité des villes touristiques, comme Zadar ou Šibenik, Trogir et Split, bien sûr. Et donc, du côté de Dubrovnik, on a la même configuration, puisque Dubrovnik a beau être une destination dans l'esprit des touristes hyper touristiques, il faut savoir que pendant tout l'hiver, tout est vraiment fermé. Elle commence à réouvrir fin avril, début mai. D'abord parce que normalement ça correspond aussi, aux vacances de Pâques, ce qui n'est pas le cas cette année parce que Pâques est très tôt en fin mars, ce qui signifie que pour beaucoup en fait, hein, bah, le tourisme ne va pas nécessairement arriver pour Pâques précisément et donc on va plutôt attendre vers le mois de mai, quand il y a tous les ponts d'ascension assez connus qui vont, se succéder et qui vont amener un certain tourisme. Donc c'est assez important de le garder à l'esprit. Donc même à Dubrovnik, qui est une très petite ville en réalité, il n'y a pas nécessairement, tous les commerces, les restaurants et les cafés qui sont ouverts. Il y en a même que quelques-uns en fait, au cours du mois d'avril qui vont ouvrir. Alors ça, c'est un avantage pour certains puisque s'il n'y a pas de touristes ou pas beaucoup, bah, vous allez avoir un peu les villes pour vous. Et en même temps, ça peut être un peu étrange parce qu'on a l'impression parfois d'être dans des villes semi-fantomatiques, hein, où on voit certes quelques habitants ou quelques autres touristes, qui les visitent, mais pas nécessairement beaucoup, de commerces ouverts. Donc ça peut être déstabilisant. Moi, je l'avoue que Heu, une ville quand même, ça rime avec animation, avec la possibilité justement de trouver les restos, les cafés ouverts et là, bah, Dubrovnik, on est vraiment dans le cas de figure où pas avant la fin avril, on retrouve un minimum d'animation. Après, au mois de mai, tout plus ou moins va commencer à réouvrir et ce sera ouvert jusqu'à fin octobre en général puisque le tourisme s'arrête à ce moment-là. Donc pour les villes comme Split
Krogira dans une moindre mesure parce qu'elle est quand même très petite, mais très touristique et proche de l'aéroport et de Split et éventuellement Zadar et Šibenik. Il y a moins de problèmes à trouver des restaurants puisque bien sûr les habitants mangent au resto même hors saison et donc vous trouverez à peu près tout ouvert. Mais encore une fois, si vous devez choisir des villages, ayez bien conscience de cet élément. Également par rapport à la possibilité de trouver des hébergements. En fait, on trouve toujours, il n'y a pas de souci, mais il faut savoir que quand on va faire des recherches d'hébergement en ligne, on va souvent trouver, des fermetures de réservation puisque beaucoup d'hébergeurs ne louent que pour la haute saison et pour eux, ça revient au mois de juin jusqu'à septembre. Donc les mois d'avril-mai sont parfois assez, creux et pour les personnes qui doivent employer donc, soit des agences, soit des conciergeries pour gérer les hébergements, ce n'est pas rentable en fait d'ouvrir en pré-saison parce qu'il n'y a pas assez de touristes. Donc ça explique aussi pourquoi on trouve beaucoup de réservations fermées sur les sites comme Booking par exemple, ou pourquoi il n'y a pas nécessairement de réponse quand on va contacter des hébergeurs du côté de Airbnb par exemple ou d'autres. En fait, c'est assez classique, hein, que cette pré-saison, ne fonctionne pas vraiment de manière, très importante, donc il n'y a pas nécessairement de réponse ou, comme je vous l'ai dit, les réservations ne sont pas accessibles. Alors vous pouvez toujours essayer d'aller directement voir le site, de l'hébergeur, si c'est un hôtel ou tout ça, il peut y avoir en effet, la possibilité de le contacter en direct et voir si réellement ce n'est pas ouvert ou s'il y a possibilité d'hébergement, parce que ça peut aussi être lié au fait d'essayer d'avoir en direct les touristes plutôt que de passer par, les plateformes très connues, mais qui sont onéreuses pour les hébergeurs et en fait, en général, quand même, quand ce n'est pas ouvert, c'est que justement ça ne fonctionne pas pour des raisons pratiques, hein, parce que soit le personnel n'est pas disponible pour la gestion des appartements et donc il vaut mieux attendre que la saison démarre, soit parce que justement, ça reste onéreux, en fait, pour d'autres raisons et donc aussi pour les questions de taxes qui font que on est soumis à des taxes supérieures quand on est avec des séjours de courte durée. Il y a eu des changements dans la réglementation en Croatie qui font que les taxes sont différentes selon la durée des séjours et ça signifie aussi donc que finalement les Croates sont amenés à payer plus pour des courtes durées, donc on préfère ne pas les accepter parce que, bah, les mois d'avril et mai sont souvent amateurs de road trip qui font vraiment du tourisme et qui sont pas du tout concentrés sur les activités maritimes puisque, bah, vous vous en doutez, hein, en avril-mai, même si on peut se baigner si on n'est pas frileux, mais c'est pas vraiment la motivation de la majorité des touristes. Ça signifie donc que, si on vient et qu'on fait un court séjour, ça va être plus coûteux pour les Croates, au-delà de tout ce qui est, nettoyage, ménage évidemment, tout ce qui est blanchisserie qui est coûteux et donc pour des courts séjours, c'est pas pertinent. Donc c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, il n'est pas évident de trouver, pour des courtes durées de moins de 3 jours. Et ça, c'est important aussi à le garder à l'esprit. Si vous ne réservez pas par internet, ce qui s'entend tout à fait si vous êtes du genre à partir à l'aventure, vous allez voir les panneaux, parce qu'il y a partout des subway apartments, tout ce qui est donc lié à la location saisonnière, sauf que vous risquez de frapper à des portes où vous n'aurez personne qui répondra ou donc où vous essuierez des refus. Il faut donc privilégier à cette période-là plutôt certaines maisons d'hôtes qui ont un fonctionnement quand même qui se rapproche de celui de l'hôtel. Les hôtels, bien sûr, qui eux fonctionnent toute l'année et qui ont l'habitude d'accepter à la nuitée, mais forcément, c'est un type d'hébergement que tous, les touristes ne choisissent plus aujourd'hui et il faut donc essayer de se tourner vers une alternative que personnellement j'apprécie énormément et que je recommande, ce sont les pensions. Alors la pension, c'est vraiment un compromis entre la maison d'hôte, qui n'a en général que quelques chambres ou appartements aujourd'hui, et donc l'hôtel, qui aurait uniquement des chambres ou éventuellement quelques appartements disponibles. Donc ce compromis est très bien parce que ce sont des gestions familiales. Signifie qu'en général, plusieurs générations, travaillent dans, la pension, soit pour s'occuper, du côté hébergement, et accueil donc, soit pour le restaurant puisque la majorité des pensions sont associées à un restaurant avec donc, petits restos, tout ce qui est, produits croates on va dire, hein, ou dalmates si vous allez en Dalmatie, donc c'est plutôt des produits, régionaux et la possibilité donc de manger
assez simplement. Alors je ne vais pas dire comme la cuisine familiale, mais c'est pas non plus comme au restaurant. En un sens, en tout cas, c'est souvent fait maison, donc c'est en général très sympa et ça permet donc de ne pas avoir à s'embêter nécessairement à chercher le resto, surtout si on a choisi d'utiliser ces journées au maximum et d'arriver donc éventuellement un peu tard. On va avoir le fonctionnement de la pension qui est très pratique. Donc ça, il faut aussi le garder à l'esprit. Les chambres chez l'habitant ont de plus en plus, cédé le pas aux locations à cause d'Airbnb, Booking et compagnie, qui ont détourné un peu cette tradition, qui était vraiment très ancienne en ex-Yougoslavie et surtout en Croatie, où en fait tous les habitants avaient toujours plus ou moins une chambre pour accueillir, alors en payant bien sûr, mais c'était vraiment quelque chose de très convivial, qui permettait de rencontrer les locaux et donc d'aller chez les gens, comme on dit. Or, avec Airbnb, on a une évolution qui s'est tournée vers des, restaurations d'immeubles, de maisons, a envie de faire des appartements à la location pour la haute saison, pour tirer des revenus, plus ou moins substantiels dans certains cas et c'est vrai que ça transforme aussi les habitudes générales et malheureusement, on ne trouve pas toujours de chambres chez l'habitant, les SOBA, qui sont vraiment le système d'hébergement, pour moi, très traditionnel, qui était vraiment appréciable. Je précise aussi que souvent j'évoque, les agrotourismes, c'est-à-dire les logements à la ferme. Eux ont en général l'avantage, dans certaines régions en tout cas comme la Dalmatie, de d'accueillir, les voyageurs à la nuitée. C'est pas toujours le cas du côté de l'Istrie, où les agrotourismes ont un peu adopté le même fonctionnement que les locations de vacances en imposant des durées de séjour. Surtout que, bah, ça fonctionne assez bien puisqu'en Istrie, comme il y a la proximité avec l'Italie et elle est très habituée justement aux agrotourismes, l'Italie a tendance à influencer beaucoup sur l'Istrie, donc on se retrouve avec, des personnes qui viennent en effet en avril, surtout depuis l'Italie ou éventuellement depuis l'Allemagne, mais un peu moins quand même que depuis l'Italie et donc ils sont en recherche de ce type d'hébergement avec la possibilité de manger, évidemment tout ce qui est fait maison, très, très typique, les recettes traditionnelles, les produits du terroir, donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Si vous y tenez, en Dalmatie, ça reste envisageable à la nuitée, mais un peu moins du côté de l'Istrie. Voilà, je crois que j'ai fait le tour un peu des hébergements. Je voulais rappeler, petit conseil de base, hein, que si vous devez, louer en direct avec les habitants, avec les hébergeurs, n'hésitez pas à demander des contrats sur lesquels sont précisées les conditions de location, mais aussi d'annulation, hein. Ça semble toujours un peu, enfin, un détail pour certains, mais en réalité, c'est important. Ça c'est pas valable pour le mois d'avril, mais surtout pour la haute saison. Essayez d'avoir le maximum de garanties s'il devait y avoir une annulation, surtout les annulations de dernière minute qui restent très fréquentes maintenant, parce que certains hébergeurs ont pris les mauvaises habitudes, de vouloir remplir leur caisse, en fait, en faisant des pré-réservations et en annulant finalement les hébergements avec des prétextes parfois fallacieux pour justement les louer plus cher et ça, c'est vraiment n'importe quoi, mais ça existe et depuis le covid, c'est devenu, monnaie courante en été. Donc surtout, pensez à vous préserver. Je reviens sur le sujet donc, les vacances au mois d'avril en Croatie. Comme vous vous en doutez, on a beau ne pas être monsieur et madame météo et ne pas pouvoir vous dire le temps qu'il fera au mois d'avril, on est au printemps. Alors ce n'est que le début du printemps, ça signifie qu'il y a beaucoup d'instabilité, que même s'il y a de très belles journées, il peut y avoir de la pluie, l'agitation en mer et même des tempêtes. Donc il faut prévoir que le temps n'étant pas du tout enfin, il n'est pas du tout envisageable donc de savoir quel temps on va rencontrer pendant son séjour. Il faut être le plus souple possible pour pouvoir justement anticiper les changements éventuels de réservation. Alors quand cela pose-t-il problème? Pour des sites
comme Plitvice, Krka, Miette, parce que ce sont des lieux naturels qui exigent quand même de très bonnes conditions pour pouvoir les découvrir, parce que sous la pluie, ça ne fait pas qu'affecter la beauté des paysages et le fait de ne pas être trop confortable dans sa visite, parce que c'est jamais agréable de se balader toute une journée sous la pluie. C'est surtout que dans un parc comme Plitvice, compte tenu de l'organisation et du type de sentier qu'on trouve, cela va être extrêmement glissant sur les rondins, ça va être boueux sur tout ce qui est sentier, de bord de lac en terre, et il faut savoir aussi qu'il y a des risques d'inondation puisque les lacs débordent et donc on peut se retrouver vraiment avec des flaques permanentes qui sont très désagréables, hein. Donc il faut avoir prévu de très bonnes chaussures pour ne pas se retrouver à galérer lors de sa balade. Il faut donc toujours aussi avoir en tête qu'on a un coupe-vent, ça c'est toujours pratique, une petite laine, voire une grosse laine, hein, parce que du côté de Plivice en avril, il fait encore frais et les matins, il peut faire froid. Donc ça aussi, gardez-le à l'esprit. Et ensuite, il faut aussi toujours se prémunir des risques par rapport à la pluie. Donc, imperméable, c'est super, et des chaussures le plus imperméables possible. Ce sera très bien aussi pour ce type de visite. Je vais essayer de vous montrer pour vous convaincre, hein, parce que vous n'êtes pas obligé de me croire, donc je vous montre un peu à quoi ça peut ressembler, Plivice, sous la pluie. Parce que quand on le voit, c'est toujours plus simple. L'an dernier, il y a eu des voyageurs, qui venaient du Canada pour qui c'était un rêve de visiter Plivice, qui l'ont découvert malheureusement pour eux dans des conditions épouvantables parce qu'on avait une année record d'inondations, hein. Il y a eu donc, une partie du parc qui était complètement bloquée, inaccessible, les bateaux ne fonctionnaient pas. Et donc, tout ce qui était inondé, rendait les passages quasiment impossibles. Donc on n'a pas pu visiter Plivice dans des bonnes conditions forcément, et malheureusement, en plus, ça a duré plusieurs jours, donc il était même pas possible de choisir, une autre période que celle qu'ils avaient. Donc ça, quand je parle de souplesse, il faut vraiment ne pas fermer ses itinéraires pour être sûr justement de pouvoir déplacer éventuellement les jours que vous avez prévus si on vous annonce de la pluie. Surtout, n'hésitez pas à regarder du côté du site de la météo croate, hein, qui vous permettra d'avoir des données assez fiables en général. Et pourquoi? Parce que le site de Météo Croate, hein, lui, vous annonce aussi tout ce qui est alerte locale, tout ce qui est mauvaise mer, éventuellement donc la dangerosité de la mer, pardon. Et vous avez donc des infos qui vous permettent d'anticiper à plusieurs jours, ce qui n'est pas toujours le cas des sites un peu internationaux de météo qui certes vous donnent à 7 jours éventuellement, mais ne font pas une telle précision. Voilà un peu, à quoi ressemblaient les chutes, hein, du canyon inférieur de Plitvice, et bon, vous voyez qu'on ne pouvait pas pratiquer, que c'était dangereux, hein, parce que l'eau débordait réellement. Et donc vous avez également donc les flaques ici, et ça, c'était encore un jour où on peut espérer trouver des lieux sur lesquels on va passer pour pouvoir, se promener au bord du lac, mais il y a des moments où c'est complètement inondé. Donc c'est pas du tout agréable, et ça, évidemment, on ne peut pas l'anticiper, hein. Même si vous avez l'occasion de partir, que vous regardez la météo sur le site croate, on est toujours, obligé de la vérifier pour être sûr, et on le fait aussi pour tout ce qui est ferry et catamaran, puisque je vous l'ai dit, la mer peut être vraiment agitée à cette période. Ça signifie que des liaisons ne sont pas disponibles et vont être interrompues pendant un temps variable, puisque malheureusement, on ne peut pas anticiper, hein. Et ça signifie donc qu'il faut toujours prendre la peine de regarder les sites de météo, les sites de catamaran et les sites officiels des parcs qui vous indiquent leur état, par rapport à tout ce qui est la météo, les impossibilités, par exemple, d'aller dans certaines zones. Donc prenez cette habitude de le faire, donc quelques jours ou la veille de votre visite, hein, ce sera très bien. Alors je sais que c'est exigeant, mais c'est important. Voilà en gros ce que je voulais vous rappeler par rapport à la météo. Si vous devez visiter les villes malheureusement, sous la pluie, il faut savoir que, en Croatie, la pluie n'est pas quelque chose de très apprécié, mais à nulle part. Mais il y a des pays où il pleut tellement, comme en Angleterre, hein, peut-être aux Pays-Bas. Il y a une habitude par rapport à la pluie qui fait que les habitants ne s'en soucient pas tellement,
et vont avoir tendance à trouver ça très normal, donc vont fonctionner comme si de rien n'était. Bon, dans les pays finalement, du sud, bah, la pluie, c'est jamais très apprécié puisque c'est censé être un peu exceptionnel et donc quand il pleut, c'est vrai que les Croates ont un peu tous le même réflexe. C'est-à-dire que quand ils bossent évidemment, ils vont, sortir du travail et rester chez eux, sauf que vous, vous êtes touristes, vous n'êtes pas venus pour rester dans votre appartement. J'imagine, ou votre hôtel. Parce que même si parfois on n'a pas du tout le choix compte tenu du niveau de pluviosité, en général, on va essayer quand même de visiter. Et le réflexe le plus naturel pour les touristes, c'est d'aller dans les villes, hein, parce qu'on se dit que entre les ruelles, peut-être qu'on aura moins à subir la pluie, on aura possibilité de visiter aussi des musées, pourquoi pas? Alors c'est faute de mieux, hein, peut-être parce que c'était pas votre intention, mais les musées en intérieur permettent évidemment de, trouver des solutions pour s'occuper. Il faut savoir que, si vous devez le faire, mieux vaut privilégier les matins que le milieu d'après-midi parce que, bah, les Croates, en fait, vont avoir cette habitude justement, de rester chez eux. Donc le matin, on a des villes qui vont être assez tranquilles parce qu'ils travaillent. Puis après le reste, de la journée, selon quand a débuté la pluie d'ailleurs, il peut y avoir des risques d'inondation dans certaines rues. Donc en fait, comme il y a beaucoup de pavés, comme les rues donc ne sont pas nécessairement toujours protégées, ça dépend du niveau de pluie bien sûr que vous allez, devoir gérer parce que si ce sont que des averses, il y a aucun souci. Mais si c'est une pluie battante ou une pluie, très durable qui va commencer à vraiment, agir, vous allez vous retrouver avec, des rues glissantes, ce qui est pas super agréable et également donc avec la possibilité de vous promener dans des villes qui ne seront pas aussi agréables que vous l'aviez imaginé, même si vous avez cherché des musées. Donc là, j'insiste un peu sur des choses fâcheuses, hein, qui j'espère ne vous arriveront pas, que vous n'aurez pas à vous demander quoi faire, quand il pleut. Mais vous remarquerez, si vous ne me croyez pas, vous irez voir un peu les retours d'expérience d'année en année. On a un peu toujours les mêmes. En avril-mai, il y a quand même des phases de pluie qui sont assez pénibles pour les touristes. En tout cas, c'est vraiment contrariant et forcément, ils se tournent vers nous pour savoir quoi faire parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose. C'est des pays comme la Croatie, les bords de mer, en fait, sont très importants. Finalement, on n'a pas du tout envie d'entendre parler de pluie, donc il n'y a pas grand-chose qui est prévu aussi pour faire face à ce genre de situation et donc évidemment, soit vous n'avez pas le choix et vous restez à l'appart tranquillement, c'est dommage, mais au moins, vous évitez un peu les frustrations, liées à tous les inconvénients de la pluie. Soit si vous décidez de faire des visites, bah, privilégiez les matins parce que d'abord, il peut y avoir les petits marchés. Les marchés, même s'il pleut, ils vont rester parce que pas le choix, il faut quand même bien que les gens mangent et donc il y a toujours des acheteurs malgré la pluie. Vous aurez donc la possibilité de vous occuper des marchés. Comme on dit, les Croates, eux, sont en train de travailler, donc les magasins sont encore un peu ouverts. Donc si vous voulez faire un peu de shopping, bah, vous pourrez trouver les magasins. Après, il arrive que sur certains jours de pluie, les magasins ferment d'ailleurs parce qu'ils savent qu'il y aura pas de fréquentation. Donc les après-midi, il peut y avoir les fermetures de magasins. Mais encore une fois, on va faire comme si tout ça, ce n'était que des mauvais présages qui vont pas du tout correspondre à ce que vous allez avoir sur le terrain. Vous allez avoir beau temps et tout va bien se passer. Je voudrais donc continuer, compte tenu de l'imprévisibilité du climat, à vous rappeler l'importance de prendre les contacts avec les, agences et les excursions que vous voudriez réserver, surtout si ce sont des excursions en mer. D'abord parce que, bah, vous l'avez compris, s'il ne fait pas une bonne mère, malheureusement, il y a des forts risques d'annulation. Ils sont en tout cas beaucoup plus importants en avril-mai que le reste de la saison, même si ça peut arriver aussi en plein été et on l'a vu l'an dernier, hein. Et là, il y a pas le choix quand, la grotte bleue, par exemple, est impraticable et fermée, ben, ça c'est pas la peine de faire la sortie. Ça, on peut vraiment jamais l'anticiper, mais le risque en avril-mai est très fréquent. Ensuite, l'autre problème qui se pose, c'est que comme il n'y a pas beaucoup de tourisme et je vous l'ai bien indiqué, il n'y a aucune garantie que certaines excursions qui sont très, très classiques en été aient lieu en avril et mai. Donc les Cornati, par exemple, tout le monde ne recommence pas à partir d'avril. Parfois, ils attendent de mai jusqu'à septembre, éventuellement mi-octobre si le temps est beau. Mais ça signifie donc que si vous voulez faire des sorties dans ces destinations, que ce soit voir les dauphins dans la zone de Pakistan que je recommande beaucoup, faire les sorties des Cornati à partir de Zadar, Biograd ou Pakistan pour les interlocuteurs que je recommande. Ou si vous voulez aller du côté
des îles Dalmates, donc avec Tony, il faut vraiment prendre contact, avoir réservé et ne pas fermer, pour que vous puissiez changer éventuellement en cas, d'indisponibilité parce qu'on n'aurait pas trouvé le nombre de personnes pour partager une excursion, par exemple, ou pour justement garantir les bonnes conditions en mer. Parce que eux connaissent vraiment en tant que skipper les conditions nécessaires pour garantir la meilleure expérience maritime et nautique. On veut absolument pas que vous reveniez en ayant eu une peur bleue, que vous ayez l'impression que vous aviez failli mourir, parce que vous aviez une mer très, très agitée sur un petit bateau, ce qui est vraiment pas conseillé. Donc il faut leur faire confiance et je le précise, aucun des interlocuteurs que je recommande n'irait en mer dans des conditions qui ne sont pas acceptables simplement pour gagner de l'argent. Je sais que l'an dernier, il y a eu une polémique à ce sujet parce qu'une personne a accepté d'aller en mer alors qu'on lui avait indiqué que la mer ne serait pas bonne pendant une partie de la journée, qu'elle a voulu absolument y aller quand même. Et en fait, il faut savoir que ces skippers ont une excellente connaissance de la mer, que la mer reste toujours de toute façon imprévisible et on ne peut pas la maîtriser, mais avec cette connaissance-là, on sait ce qu'on peut ou ne pas faire. Donc personne n'est assez insensé pour gagner quelques dizaines ou centaines d'euros au prix de sa vie ou de la vie de ses passagers. Il faut arrêter ce genre d'histoire parce que ce n'est pas du tout crédible. Donc les personnes sérieuses, fiables, en tout cas ceux que je recommande, je n'ai pas de doute sur le fait qu'ils le soient, ce sont des interlocuteurs qui sont passionnés, qui connaissent bien leur travail et qui savent quelles sont les conditions acceptables ou pas. Il n'empêche que si vous avez donc un problème par rapport à votre tolérance à la mer, au mal de mer par exemple, si vous ne savez pas trop justement si vous acceptez ou pas, la navigation, parce que vous avez peut-être pas eu l'occasion de faire de balade, ni sur l'Adriatique ni ailleurs en fait, sachez qu'il vaut mieux partir du principe que vous êtes intolérant ou en tout cas peu tolérant et donc choisir des bateaux qui permettent de limiter un peu les problèmes de secousses ou de navigation un peu pénibles qu'on peut ressentir sur des petits bateaux rapides, par exemple. Donc mieux vaut privilégier des bateaux un peu plus gros qui vous permettront un meilleur confort. Quelle que soit la saison, c'est valable, hein. Mais donc pour le mois d'avril, ça l'est aussi. Je pense que nous avons fait le tour de toutes les, problématiques qu'on peut rencontrer à cette période et donc j'espère que vous allez passer de très bonnes vacances. Mieux vaut dans tous les cas réserver toutes les prestations parce que, bah, comme toutes les prestations ne fonctionnent pas non plus à plein, si vous souhaitez partager, il faut avoir anticipé pour être sûr d'essayer de trouver d'autres personnes et ça prend un certain temps. C'est que sur Ideos, on a l'habitude d'essayer de permettre le partage des excursions pour rendre accessibles justement, des services que vous ne pourriez peut-être pas nécessairement vous payer dans d'autres conditions, en tout cas en privé et en fait, le fait de partager, ce n'est pas si simple, hein, c'est-à-dire qu'il faut trouver quand même d'autres interlocuteurs, communiquer ou espérer que d'autres font la demande le même jour. Donc ça, c'est pas évident et si vous êtes souple, il y aura toujours possibilité de reporter a priori. Donc soyez dans l'anticipation, dans l'acceptation que tout ne puisse pas être justement très déterminé et complètement fermé au niveau du programme. Regardez un peu ce que vous auriez envie de voir, de faire en projetant éventuellement, votre itinéraire et en imaginant que vous restez toujours à proximité des sites, les plus délicats comme Plivitzé, de manière à pouvoir changer le programme et ça, c'est possible justement quand on décide, par exemple, d'aller à Plivitzé depuis le littoral. C'est sûr que le littoral n'a pas le même climat que la région de Plivitzé, hein, qui est de la moyenne montagne. À ce moment-là, sûr que quand on est sur le littoral, il peut ne pas pleuvoir ou il peut ne pas faire mauvais de la même manière ou peut-être que ça sera général et alors malheureusement, ça ne sera pas évident. Mais si vous êtes sur le littoral, c'est sûr que vous restez à proximité évidemment de pas mal de possibilités de visite, et surtout plusieurs villes, Zadar, justement Chibénik. Alors que si vous êtes du côté de Pivitsé, que vous avez choisi un hébergement là-bas à l'avance et que vous êtes bloqué parce qu'il fait vraiment pas beau, à Pivitsé, de toute façon, c'est une région que, de forêt. Donc soit c'est des balades en forêt, soit c'est la découverte du parc. C'est sûr qu'il y a pas vraiment grand-chose à faire quand il pleut. Ça peut même être assez problématique et là, on vous conseillera plutôt de rester à l'intérieur dans votre hôtel, ce qui est quand même dommage, hein, parce que malheureusement, si vous êtes obligé, ben, pas le choix, on fait toujours avec, mais quand on peut essayer d'anticiper, il faut le garder à l'esprit. Je ne vais pas vous dire de ne pas réserver vos hébergements, parce qu'on ne peut rien prévoir.
beaucoup d'entre vous sont en train de le faire et je comprends qu'on ait envie d'avoir tout réservé pour être tranquille, pour arriver, et justement découvrir son hébergement, profiter de la Croatie au maximum. Mais il est évident que quand on a tout bloqué, bah, la souplesse va être quand même plus compliquée puisque, bah, vous avez prévu de dormir dans certaines zones. Vous allez peut-être les quitter pour faire un road trip et à ce moment-là, bah, vous allez devoir renoncer à des choses qui vous tenaient peut-être à cœur. Donc, je ne sais pas comment vous fonctionnez, moi je réserve jamais rien. Donc, j'ai pas de souci avec ça puisque, le principe chez moi, c'est l'aventure au maximum et donc à part une fois où j'ai pu réserver dans mon dernier voyage, justement, ma toute première nuitée, bon, sinon je pars vraiment à l'aventure et c'est important pour moi et en fait, en avril, ça pose pas de problème puisque même si ça suppose de frapper peut-être à plus de portes ou de chercher un peu plus, bah, vous l'avez compris quand même, hein, on trouve toujours quand on cherche déjà. En plus, en avril, c'est les prix les plus bas, hein, donc vous aurez la Croatie en dehors du hors saison, mais en hors saison, il y a vraiment pas de tourisme en hiver, hein, sauf dans les zones éventuellement de sport d'hiver. Donc en dehors donc de cette période-là, avril, ce sont les prix les plus bas que vous trouverez, ce qui est quand même très intéressant pour vous et à partir de là, c'est sûr que vous avez raison d'en profiter et de pouvoir anticiper les réservations, c'est plus pratique. Mais dans tous les cas, gardez bien à l'esprit que pour être souple, il faut ne pas avoir trop programmé son séjour. Contrairement à ce que beaucoup de touristes font pour juillet-août parce que, bah, avoir les réservations, c'est important à cette période vu qu'il y a beaucoup de monde. Là, on peut quand même se permettre de ne pas toujours le faire et on trouvera, des hébergements parce que je connais rarement les hébergements sont au complet en avril. Il n'empêche que, si vous avez écouté tous les conseils, que vous avez cru tout ce que je vous explique, que vous avez bien intégré que dans certains villages, on est quand même très au ralenti, n'hésitez pas à contacter les hébergeurs éventuellement pour leur demander justement des infos, puisqu'un hébergeur honnête vous dirait vraiment comment est son village, par exemple. S'il n'y a pas du tout, de possibilité, de se nourrir, parce qu'il y a pas de resto ouvert, pas de café. Si vous avez l'obligation justement de devoir aller dans les villes, ce qui n'est pas toujours pratique, c'est parce que ça signifie qu'on va bouger tous les soirs, voire tous les midis pour aller, manger dans les restos. Si vous devez justement, avoir des difficultés pour trouver, des bus parce qu'en avril, on fonctionne au ralenti puisque le tourisme n'est pas là, donc il y a pas beaucoup de liaisons de bus et encore moins du côté des villages et que vous comptiez, par exemple, ne pas louer de voiture, bon, il est quand même important de le garder à l'esprit. À noter que bon, si vous faites un autotour, donc vous avez loué une voiture, c'est quand même les mois qui correspondent à ce type de séjour. Donc, en avril, il est préférable de partir sur le principe qu'on va se déplacer en voiture, être autonome, que de compter sur les liaisons de bus, car vous allez vous rendre compte qu'elles sont déjà pas très nombreuses, des fois inexistantes. Et contrairement à ce que vous avez cru, parce que vous avez lu quelque part qu'on trouvait des bus tout le temps, qu'il y avait une super enfin, de super liaisons, un très bon réseau de bus en Croatie. En fait, vous avez juste oublié de contextualiser l'information et le touriste qui vous a raconté ça a sûrement raison puisqu'il voyageait peut-être en plein été et qu'à ce moment-là, il y avait toutes les liaisons qui fonctionnaient. Ce n'est pas le cas au printemps, même depuis certaines villes comme Split. Voilà, donc à garder à l'esprit. Le covid qui est pas si loin, même si aujourd'hui on a quand même l'impression que c'est un vieux souvenir. Le covid a transformé justement l'organisation des bus, a entraîné des failles de certaines compagnies. Donc d'une certaine manière, ça explique aussi pourquoi certains bus n'existent pas toujours en début de saison, puisqu'on va appeler ça la pré-saison, hein. Et en fait, si vous devez aller, par exemple, depuis Split vers les lacs de Plivice, vous vous rendrez compte qu'il existe aujourd'hui des formules de transfert partagé avec, justement 8-10 personnes, des minivans, enfin ce type de solution qui est à peu près au même prix qu'un bus, sachant qu'il n'y a pas nécessairement de bus même depuis Split parce que pas encore assez de touristes au début avril, il risque de pas y avoir de liaison. Fin avril, ça ira mieux. Donc voilà comment il faut essayer, d'entrevoir la situation pour vos vacances d'avril. Si vous avez l'intention de faire des excursions en mer, donc je vous l'ai dit, on prend les contacts dès maintenant pour essayer justement de poser des options pour voir si on peut ou pas les faire, mais on compte pas nécessairement avoir ces sorties. C'est valable pour la Grotte Bleue, hein, qui fonctionne pas toujours
en avril puisque vous ne le savez peut-être pas, mais cette grotte dépend du comité de Vis, en fait, à l'île qui est juste à côté et donc des habitants qui décident de ces modes d'ouverture et d'exploitation. Donc on ne peut pas toujours aller à la Grotte Bleue, en tout cas en avril, ça ne fonctionne pas. Même depuis Split, il y a pas toujours les excursions. Également parce qu'il faut remplir les bateaux, sinon ce n'est pas pertinent pour les agences et qu'il y a pas le tourisme pour faire ça et donc ensuite parce qu'il y a pas l'accès à la grotte, donc évidemment personne n'irait faire une sortie grotte bleue sans pouvoir visiter la grotte. Ça va sans dire. Voilà en gros ce que je voulais vous rappeler. C'est pareil pour le rafting, par exemple, qui ne reprend que fin avril, quand les rivières qui ont souvent subi la fonte des neiges du côté, du Vélébite, justement dans la région de Plivitzé, vont être un peu plus, faciles à pratiquer et donc c'est plutôt fin avril ou en mai qu'on va trouver, les activités de type rafting, canyoning et tout ce qui est pratique donc au niveau rivière. N'hésitez pas à prendre contact dès maintenant puisque les interlocuteurs connaissent leur programme et pouvons vous permettre de répondre à vos questionnements par rapport à la possibilité ou pas, la faisabilité des activités en question. J'espère que vous avez apprécié les conseils, que vous les trouvez utiles et que vous allez, au mieux, les écouter, ça serait très bien ou en tout cas les entendre parce que souvent on n'a pas toujours envie de penser aux choses déplaisantes et pourtant il faut quand même, pouvoir les intégrer pour faire face au voyage et pour faire en sorte que tout se passe le mieux possible. Donc voilà un peu à quoi vous pouvez vous attendre au mois d'avril. J'ai encore sûrement oublié des choses comme souvent, hein, puisque j'improvise toujours les échanges en podcast. Bon, j'attends aussi que des touristes viennent et directement poser leurs questions à ceux qui n'arrivent pas très souvent. Donc, j'essaie de penser au fur et à mesure que je parle à tout ce qui pourrait m'être demandé. Donc, désolée donc de ne pas pouvoir vous répondre puisque vous n'êtes pas là pour ça. Mais, si vous avez des questions par rapport à ce podcast, vous pourrez les poser sans problème et j'y répondrai comme je le fais toujours, sur tous les échanges qu'on peut avoir. N'hésitez pas donc à me contacter également si vous souhaitez, bénéficier de mon aide, pour la préparation de votre séjour. Vous le savez, c'est gratuit et c'est avec plaisir que je vous donnerai toutes les infos en essayant de les adapter par rapport à justement vos conditions, vos habitudes de voyage et ce que vous cherchez à voir et faire. À très bientôt sur Ideos et merci pour votre confiance et votre intérêt.